Bolo Samba à tous, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Ça y est, ce samedi 13 août 2016 a lieu l'ouverture de la campagne présidentielle dans notre pays. À cet effet, votre émission Abre par l'Abre observera un petit congé de 2 semaines en raison de passage des candidats aux émissions à l'initiative du Conseil national de la communication qui pourrait démarrer le 19 août au soir. Cependant, nous allons avoir un dernier face-à-face synthèse entre un représentant de l'opposition et celui de la majorité qui vient défendre le candidat président sortant, Ali Bongo Ondimba. Le thème prétexte porte sur violence et rôle des acteurs politiques en période électorale. Vous l'aurez noté, on revient un peu sur ce thème en raison un peu du constat qui est fait pendant cette campagne. Alors, pour en parler ce soir, une fois de plus, nous allons donc faire le rituel, sacrifier au rituel de la présentation. Nous avons l'honneur d'accueillir donc à ma droite M. Bruno Ben Moubamba. Vous êtes président de l'une des branches de l'UPG, l'Union du peuple gabonais, branche dite radicale. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, je crois pour la 2e fois. La 2e fois. Bienvenue. Et je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas de grève de la faim cette fois. C'est une bonne chose. J'en suis fier de ma grève de la faim de 2009. D'accord. Et comme c'est une émission synthèse, vous comprenez que vous parlerez pour vous, mais aussi pour l'ensemble certainement de vos collègues de l'opposition, étant entendu que nous avons un représentant du candidat Ali Bongo Ondimba qui n'est nul autre que M. Joe Dioumi Moubasango. Vous êtes donc chargé d'émission. C'est cela. Voilà. Alors, Monsieur Moubamba, je commence avec vous, comme je l'ai fait avec d'autres candidats. Pourriez-vous nous parler un peu de votre projet de société? C'est celui le même que 2009? D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je tiens à le signaler, nous sommes sur le service public, un média financé par l'argent public et qui mérite donc de recevoir toutes les sensibilités du microcosme politique. Et je voudrais également dire que je suis fier de débattre avec mon jeune frère Moubasango, monsieur Moubasango, chargé de mission du président candidat. Je crois qu'il est plus jeune que moi. Et le sens de mon engagement, c'est de conduire vers un Gabon d'après toute une génération, pas seulement ceux qui sont plus âgés que moi, mais ceux qui sont plus jeunes que moi, et il en fait partie. J'appelle cela le Gabon d'après. Je me bats depuis des années pour que nous ayons un nouveau pays, un nouveau système, et que tous ces jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, moi-même j'en ai 49, je suis né en 1967, c'est-à-dire la même année que la prise du pouvoir de M. Albert Bernard Bongo, autant dire que la Providence a fabriqué un antidote la même année que l'apparition du système qui a remplacé celui du président Léon Bas. Quant à votre question, mon programme de société se résume en 3 choses. Le Gabon d'après doit reposer sur 3 piliers. D'abord, une réforme en profondeur de la Constitution. Nous avons besoin de rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Nous sommes dans un pays où l'essentiel du pouvoir est concentré sur l'exécutif et les magistrats ne sont pas totalement indépendants, puisque nous les avons vus dans la rue, c'est un symptôme. Nous sommes dans un pays également où, pendant 7 ans, l'Assemblée nationale a été dominée par le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, et pourtant on a connu des démissions, non des moindres, notamment celle du président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de l'Assemblée nationale, pour ne pas le citer, M. Guidzouba Ndama. Notre pays a donc besoin d'une réforme constitutionnelle afin d'orienter, d'équilibrer, autant pour moi, le pouvoir, ou de le rééquilibrer entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et puis, le Gabon d'après, c'est aussi une réforme économique profonde, celle de l'inscription dans la Charte des droits fondamentaux ou dans la Constitution du principe de l'enrichissement des populations. Nous sommes dans un pays où il y a trop de pauvres, trop de chômeurs, et cela doit cesser. Il faut acter dans la loi fondamentale
Et aussi dans la Charte des droits fondamentaux, le principe de l'enrichissement des populations. Il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, 2/3 des populations vivent sous le seuil de pauvreté, alors qu'on connaît la richesse du Gabon. Et enfin, j'en ai fini, il faut une réforme sociale profonde. Je crois qu'il y a eu des initiatives intéressantes du pouvoir actuel en matière sociale, mais cela s'est terminé sur une proclamation, souvent de bonnes intentions. Il y a eu l'ACNAM-GS, c'est vrai, mais je discutais hier avec des handicapés qui sont venus me voir à Bellevue, au Stade de la Nation, où j'ai mon quartier général. Les handicapés me disaient que l'ACNAM-GS ne leur est pas profitable aujourd'hui. Parce qu'ils ont des cartes, mais lorsqu'ils vont dans les pharmacies, lorsqu'ils essaient de bénéficier réellement de l'ACNAM-GS, on va y revenir, Monsieur le Président. il n'y a pas nous en sommes encore dans le cadre des questions voilà. préjudicielles. J'allais vous poser une ou deux petites questions préjudicielles. On aura compris un peu l'aspect synthétique de votre société, de votre projet de société. On pourra revenir tout au long du débat. Alors, l'autre petite question préjudicielle, c'est l'UPG. Tout à l'heure, je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous représentez l'une de factions de ce parti. Alors, il y a, comme a dit M. Mourmanzengi, qui est à la tête d'une branche qui soutient le candidat Ali Bongo Ndimba. Il y a M. Moukani Ouangou, qui est du côté de l'opposition, mais je ne sais pas de laquelle opposition est-ce qu'il vous soutient. Et vous-même, pouvez-vous donner une petite clarification un peu de la situation de l'UPG aujourd'hui par rapport au positionnement qui est le vôtre? Premièrement, après avoir été un des fondateurs de l'Union nationale, après avoir été notamment le numéro 2 du gouvernement alternatif du défunt André Mbaobam, j'ai choisi de rejoindre l'Union du peuple gabonais pour des raisons idéologiques, bien que j'assume encore aujourd'hui que le défunt André Mbaobam est mon véritable créateur politique. C'est lui qui m'a mis en orbite politiquement et qui m'a formé quelque part. Je suis arrivé à l'Union du peuple gabonais en 2011, après la mort de feu le président Pierre Mamboundou, parce que c'était mon devoir. Et bien sûr, j'ai trouvé un parti en crise, divisé entre deux factions, animé par M. Mathieu Mbouba Ndiengui, ministre de l'Agriculture, et une autre faction animée par M. Jean de Dieu Moukani Ouangou, juriste de son État. Pour ma part, je me suis immédiatement mis au service de ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple de l'UPG, c'est-à-dire les orphelins de M. Le président défunt Pierre Mamboundou. Il se trouve que ce peuple de l'UPG, ses militants, ses fédérations se sont massivement rangés derrière moi jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, il n'en demeure pas moins que les hiérarques du parti ont choisi, quelques-uns ont choisi de soutenir M. Ali Bongo. C'est leur droit. L'histoire jugera. Je n'ai pas à commenter les choix de l'actuel ministre de l'Agriculture. Je n'ai pas non plus à commenter l'actualité du très estimable juriste, M. Jean de Dieu Moukani Ouangou. Pour ma part, moi je suis au service des militants de l'Union du peuple gabonais, du peuple de l'UPG, qui avait besoin d'un leader. J'ai été élu conseiller municipal en Ndendé, qui est mon fief politique. Dans cette perspective, je défends le peuple de l'UPG et j'ai aussi l'ambition de défendre les orphelins de M. André Mbaobam, dont j'ai été un des adjoints à l'Union nationale. Donc, d'un mot, je dis que l'histoire jugera. Moi, je suis avec le peuple de l'UPG et je suis le seul candidat UPGiste à cette élection. Qu'est-ce qui se serait passé de l'œuvre politique de M. Pierre Mamboundou si je ne m'étais pas présenté? D'accord. Ce sont là les prologomènes. Vous êtes philosophe, vous comprenez ce que je veux dire de cette émission. Donc, alors, messieurs, voici venir le temps de la compétition hautement politique où malheureusement, on enregistre violence verbale, propos diffamatoires, mensonges, voix de fait, incitation à la haine et à la division. La politique qui est un art de gouverner un État et qui se caractérise par la conduite des affaires publiques, doit-elle être cela? Telle est la problématique, M. Mbassango. Le débat est donc lancé. Écoutez, merci, M. Asnzengi. Je vais d'abord saluer le président Mobamba. Je suis sûr que tout au long de ce débat, nous aurons des contradictions. Lui réaffirmant ses convictions politiques, moi également défendant mes convictions politiques.
il aura la chance tout au long de cette campagne présidentielle de défendre son projet de société. Je ne suis pas candidat, mais mes convictions politiques se retrouvent parfaitement dans le candidat que je défends, Ali Bongo. Et donc, de toute mon éducation, je souhaite que ce débat soit un débat de grande courtoisie. D'abord parce que nous sommes des Bantous, et ensuite parce que pour aller chez moi à Rebé, pas très loin d'Nzenzele, je suis donc obligé de passer par Ndende, et donc je ne voudrais pas que le président ne soit pas capable de me donner un verre d'eau. J'ai entendu des propos du président qu'il travaille sur le Gabon d'après. Il y a des connexions entre les propos du président, son ambition de travailler sur le Gabon d'après, et l'œuvre politique d'Ali Bongo, le candidat que je défends. Nous nous rappelons de ce fameux discours. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. C'était une critique de la classe politique gabonaise et surtout de la pratique politique de l'époque. Et je voudrais citer le président Mamadou qui disait que Omar Bongo est le seul leader politique à avoir eu le courage de faire son procès avant sa mort. C'était un appel adressé à l'ensemble de la classe politique. Je crois que M. Ali Bongo l'a compris. Il a compris, et je dirais qu'il est le premier opposant à cette pratique politique que nous condamnons. Et c'est pour cela que les gardiens du temple que vous connaissez, que vous fréquentez, donc, qui sont donc M. Guy Nzubandama et autres, anciens barons du PDG, ne se reconnaissant pas dans la nouvelle vision et la nouvelle pratique, la nouvelle gouvernance initiée par le président de la République, sont sortis du bateau PDG. Donc je crois que nous pouvons chacun défendre sa position politique, mais nous pouvons avoir des conciliabules. Nous pouvons comprendre que le président défend le Gabon d'après, mais le projet qu'il défend et qu'il va présenter aux Gabonais est déjà exécuté par le président de la République dans le sens de la diversification de l'économie, dans le sens de l'égalité des chances. Mon père travaille à Gabon Télévision. Il n'aurait pas fait de la radio, en réalité, mon père serait devenu médecin. Mais sauf qu'à cette époque-là, pour aller à l'étranger et suivre ses études, mon père devait passer par le baron, le roi télé politique de la province qui devait donner son approbation. Et le jeune Mouba Sango Théophile de cette époque est donc allé voir le ministre de la région dont je suis originaire, Langounier, et le ministre de lui dire qu'il n'est pas possible qu'il aille suivre ses études de médecine. Mon père est rentré dans une déprime d'1 an, et ensuite il s'est résolu à faire autre chose, faire de la radio, et je suis fier, comme certainement certains de ses collègues, d'avoir le père que j'ai eu. Cette pratique politique est condamnée par Ali Bongo Ondimba. Cette pratique politique doit être condamnée par l'ensemble de la classe politique. Et aujourd'hui, je suis fier d'appartenir à un camp qui prône l'égalité des chances. Parce que dans notre pays, la réussite est souvent suspecte. Si vous réussissez dans les affaires, on a l'impression que vous avez pris des raccourcis. Et donc l'ambition du président de la République, c'est de mettre sur le même départ l'ensemble des Gabonais et des Gabonaises pour que chacun soit récompensé à travers son effort, à travers sa performance, pour que la réussite des Gabonais et des Gabonaises ne soit plus suspecte. Voilà. Votre réaction, Monsieur le Président? Monsieur Mouba Sango, je comprends que vous défendiez votre candidat, le président candidat, et vous en avez le droit. Mais je voudrais quand même apporter quelques précisions qui pourraient peut-être vous aider à y voir un peu plus clair. Vous avez parlé des Bantous, de la culture bantoue. Moi, je vous le dis très clairement, les yeux dans les yeux. Bien sûr. Le jour, je vous regarde aussi. Le jour où je serai président de ce pays, je créerai immédiatement un collège des experts de la nation qui sera composé essentiellement des anciens, ceux qui ont servi cette nation comme ils ont pu le faire, mais je ne les écarterai jamais. Il y a dans ce pays des grandes valeurs ajoutées, même si elles ont 70 ans, 80 ans. Je pense au M. Chambrier, M. Paul Malécou et bien d'autres. On ne peut pas, en zone bantoue, écarter totalement les anciens. Je suggère
avant, peut-être que je serai le prochain président, si Dieu le veut. Mais le jour où cela arrivera, moi, je créerai le collège des experts de la nation et je n'organiserai pas une guerre entre les générations. Écoutez, Monsieur Mobamba, je vous arrête tout de suite. Parce que le président que je connais, peut-être que vous avez une interprétation parce que vous êtes de l'extérieur. C'est-à-dire que vous jugez Ali Bongo sur ce que vous voyez à la télévision, sur ces différentes déclarations ou peut-être sur ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Non, pas forcément lui, sans vous couper, mais il y a des jeunes collaborateurs autour de lui, et non des moindres, qui ont eu des propos, par exemple dans le Haut-Ogooué, vous voyez de qui je parle, des propos un peu durs envers des anciens. Vous savez bien que je ne suis pas d'accord. Non, mais il faut citer des noms. Mais je ne veux pas réagir. M. Ali Akbar Onanga a traité une génération vieillissante avec des propos un peu trop durs. Vous savez que moi, j'ai critiqué les sorciers politiques. Vous le savez bien. Bien sûr. Eh bien, cela ne m'empêche pas aujourd'hui, comme vous l'avez signalé, de mettre un peu d'eau dans mon vin aujourd'hui, à savoir le respect des anciens, quel que soit ce qu'on leur reproche. Pourquoi ? Parce qu'il y va même de l'identité gabonaise. Il faut toujours écouter les anciens, quel que soit ce qu'on leur reproche. Je vous remercie, M. Mobamba. Cela va me permettre de rebondir. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de guerre générationnelle. En Afrique, nous sommes élevés dans une maison et nous n'avons pas la culture de la maison de retraite. Donc, les grands qui peuvent continuer à servir notre pays sont utilisés par le président de la République. Ce sont des grands qui sont à la présidence de la République, qui sont dans différents conseils. Donc, il n'y a pas de guerre entre les nouvelles générations et les anciennes générations. Il faut que ce soit clair pour moi, pour vous et pour l'ensemble des Gabonais. Maintenant, je vais revenir sur les propos du secrétaire général, puisque c'est de lui que vous parlez. En réalité, quand le secrétaire général, M. Ali Akbar, très respectueux des cultures, des valeurs de notre pays, vous savez, dans le Haut-Ogooué, il y a une forte présence de la culture. Lorsqu'il dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, il ne s'agit pas des hommes. Il s'agit, M. Mobamba, de la pratique politique. La pratique politique actuelle, la gouvernance politique qui doit être la lisibilité de la dépense publique, la visibilité construite autour du capital humain, autour de la bonne gouvernance, ne permet pas qu'on puisse mélanger cela avec les anciennes pratiques que je condamne et que vous condamnez. Donc, je veux, pour l'ensemble des Gabonais, que ce soit bien clair. Lorsque le secrétaire général du gouvernement a dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, il ne s'agissait pas pour lui d'exclure les anciens. Ce serait une erreur politique parce que les anciens votent, ils sont enrôlés, les anciens ont un savoir, ils ont une expérience et une expertise. Il s'agissait de dire que dans un monde émergent, dans un monde de la compétition, on ne peut pas continuer à traîner la pratique politique qui n'a pas seulement été condamnée par Ali Bongo, mais d'abord par Omar Bongo. Alors justement, à propos de ce procès, cet auto-procès du 1er décembre 2007, organisé par feu le président Omar Bongo lui-même contre son propre régime, le discours du 1er décembre 2007, où il dit en effet que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais que vous m'éclairiez, que vous éclairiez l'opinion gabonaise sur les raisons pour lesquelles le président candidat Ali Bongo a accepté d'assumer un système politico-économique qui ne marche plus, qui est épuisé. Il a dit « laissez-nous avancer » plusieurs fois, alors même que la voiture n'avance plus, le moteur est fatigué, le kilométrage est épuisé. Pourquoi a-t-il assumé un système qui a été l'objet d'un procès organisé par M. le président Omar Bongo Ondimba? Pourquoi n'a-t-il pas fait un saut qualitatif au lieu d'assumer un système qui provoque aujourd'hui du chômage, 15 000 chômeurs à Port-Gentil, qui provoque des fermetures d'entreprises un peu par-ci par-là à cause, dit-on, de la crise économique, mais aussi à cause du management un peu périlleux du pays. Moi, je voudrais que vous nous éclairiez à ce sujet. Écoutez, je veux le faire. La première chose que je note, ce que vous connaissez très bien, et vous les répétez
tous les axes de développement politique du président de la République. Je dois vous dire, Monsieur Bruno Ben Moubamba, Monsieur le Président, que le président de la République, le candidat Ali Bongo, n'assume pas le régime. Si vous voulez le condamner parce qu'il porte le nom Bongo, ce ne serait pas une condamnation digne. Mais en réalité, lorsque vous faites une lecture de ce qui se passe à l'intérieur, et j'en parle parce que je le vis et je suis votre petit frère, je suis capable de vous donner les informations nécessaires qui vous permettront plus tard de rebondir. Vous avez remarqué qu'il y a des démissions à l'intérieur du parti. Exactement. Le Parti démocratique n'a pas, de façon systématique, changé d'idéologie pour que les hommes et les femmes ne puissent plus se reconnaître et démissionnent. Pourquoi les gens démissionnent? Simplement parce que les gens sont maintenant mis dans un couloir où ils n'ont plus de marge de manœuvre pour organiser tout le système de corruption, les privilèges indus. Les gens ont grandi et vieilli avec de nombreux avantages. Je parle de quelqu'un que vous connaissez très bien, M. Guins Bandama, président de l'Assemblée nationale pendant 19 ans, avec des budgets colossaux, avec une pratique politique de l'époque, d'un déplacement dans les localités. Et ce genre de personnage doit toujours continuer à être approvisionné parce qu'ils sont prisonniers d'un système, un système dans lequel il faut aller dans les différentes localités pour dépenser de l'argent, donner de l'argent aux populations. Et ce que le président combat, c'est justement cela, Monsieur Moubamba. Nous ne sommes plus à l'époque où on doit aller ou attendre une campagne présidentielle ou une campagne législative pour descendre dans les villages et soigner nos parents. Le président veut mettre l'aide en direction des populations gabonaises dans les institutions. La CNAMGS est une institution que vous reconnaissez, que je reconnais. Il n'y a pas de CNAMGS pour les partisans du président de la République ou le partisan du président de la République que je suis. Il y a une CNAMGS pour l'ensemble des populations gabonaises. Et je voudrais vous inviter, Monsieur Moubamba, à faire comme ça se passe aux États-Unis d'Amérique, comme ça se passe en France. Il faut que la classe politique gabonaise, à un moment donné, surtout lorsqu'il y a des priorités sur l'éducation, sur la santé, qui sont importantes aussi bien pour vos partisans que nos partisans, il faut qu'on arrive à avoir dans ce pays un front républicain qui permettra d'avancer les dossiers. Pour faire les choses, Monsieur Moubamba, on ne les fait pas seul, on les fait à deux. Mais je veux être clair avec vous, Monsieur Moubassango. Il n'y aura jamais de front républicain au Gabon tant que le système en place restera comme il est aujourd'hui. En quoi consiste ce système? Plus d'un mot. Non, le système est... Le système n'existe plus, Monsieur Moubamba. Le système est délabré. Monsieur Moubamba, le système n'existe plus. Si vous me permettez, je vous ai laissé parler. Le système est épuisé. Il est délabré. On voit les fractures, on voit les démissions, on voit les courants. Laissez-nous avancer, ça ne marche plus. En quoi consiste ce système? Tout simplement, lorsque M. Albert Ménard Bongo a pris le pouvoir, il a trouvé le système du président Léomba. Le système politique était essentiellement organisé autour des scrutins proportionnels de listes qui permettaient notamment à un fan comme Jean-Hilaire Obam sur liste d'être élu indemné. Lorsque M. Albert Ménard Bongo prend le pouvoir, il invente un nouveau système plus pyramidal, ce qu'on a appelé la géopolitique, c'est-à-dire, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme cela que je vois les choses, un despote à tous les étages de la pyramide. Chaque despote, mini-despote, dans chaque territoire... Certains sont dans votre camp. Hein. Oui, si vous voulez. Certains sont... mais vous pouvez les nommer en même temps. Je ne suis pas l'avocat d'un tel et je ne suis pas non plus le procureur d'un tel autre. Ce que je veux dire, c'est que le système qui a été créé en 1967 ne marche plus. Ce système fait de géopolitique, de contrôle de population à l'intérieur du pays sur la base ethnique. Ce système est épuisé. Aujourd'hui... Permettez-moi de terminer. Je suis obligé de vous arrêter, Monsieur Moubamba. Permettez-moi de terminer, vous pourrez préciser après. Allez-y. Ce qui est étonnant, c'est que Monsieur Ali Bongo, pour ne pas le nommer, même s'il dit que ce système n'existe plus, mais le système est toujours en place.
Ce sont les démissions des hiérarques du PDG qui démontrent à souhait à l'opinion que rien ne va plus. Pourquoi ne pas tout simplement acter le décès du système et appeler le pays à une conférence nationale, à réellement, peut-être même à une assemblée constituante ou à l'élection d'une assemblée nationale constituante? Il y a plusieurs manières de refonder le système et dans ce cas-là, le Front républicain n'est plus un ralliement ni une soumission au diktat ou au pouvoir d'un tel ou d'un tel autre. C'est la conscience nationale qui l'emporte. Mais cette élection dans laquelle nous entrons n'est pas une bataille entre l'opposition et le parti au pouvoir, parce que les plus grands opposants aujourd'hui viennent du parti au pouvoir. Cette élection se déroule entre ceux qui ont à cœur l'avenir de la nation et ceux qui sont indifférents à l'avenir de la nation. Je suis obligé de répondre, Monsieur Mobamba. Je pense que le constat que vous venez de faire a déjà été fait par l'ensemble de la classe politique. Nous ne sommes pas ici pour redistribuer les responsabilités. Il y a des responsabilités dans votre camp politique. J'entends par là l'opposition gabonaise, des anciens hiérarques. Accordez-moi juste une minute. Je voudrais quand même préciser quand vous dites votre camp politique. Attention, Bruno Ben Moubamba n'a jamais été pédégiste. Je ne suis pas lié au système. Non, je parle de l'opposition. Je suis dans l'opposition, mais je n'assume pas le passé et le passif de l'opposition. Je n'ai jamais dirigé, je n'ai jamais détourné l'argent d'un ministère, je n'ai jamais commis de crime rituel. Je suis neuf, je suis neutre, j'ai les mains propres. Je suis dans l'opposition, mais je n'assume pas le passé et le passif des opposants ou des acteurs au pouvoir. Merci, M. Mobamba. Je sais que vous revendiquez toujours le fait d'être un homme neuf. Mais effectivement, un homme neuf a des fréquentations. Vous avez des fréquentations avec des hommes qui sont les responsables de ce que vous dénoncez aujourd'hui. Et cela envoie à la jeunesse gabonaise, à laquelle vous vous adressez souvent à travers votre Facebook ou dans les différentes émissions, un message éparse. Nous ne sommes plus capables de vous retrouver. Nous ne sommes plus capables de nous dire que vous êtes un homme neuf parce que nous savons que vos amis politiques, et je sais aussi, pour le lire sur les différents réseaux sociaux, que vous êtes en pleine négociation avec un certain nombre de barons politiques qui ont démissionné et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition. Donc vous êtes un homme neuf, englué autour des hommes qui sont comptables du passé et du passif de notre pays. Maintenant, je voudrais revenir, M. Moubamba. Vous le voyez de l'extérieur, mais moi qui le vis, peut-être, je sais qu'il y a eu un décès clinique du système que vous dénoncez. Et je suis juste étonné, parce que je vous ai regardé en 2009, vous avez exactement eu les mêmes phrases, exactement eu le même combat. Mais sauf que les événements ont changé, M. Moubamba. Les événements ont changé, nous ne dépendons plus exclusivement du pétrole, nous avons diversifié notre économie, nous avons mis en place une transformation du bois qui peut profiter à mes neveux, donc vos enfants, qui peut profiter aux populations de Ndendé. Nous avons initié le projet Graines qui est très implanté dans la ville de Ndendé. Donc les choses ont changé et de façon progressive, il faudrait que les acteurs politiques, et vous n'êtes pas épargnés, puissent justement s'approprier les nouvelles valeurs, avoir de nouvelles phrases, une nouvelle rhétorique qui colle avec la situation. Ali Bongo ne s'est jamais reconnu du système. Vous savez, vous connaissez l'histoire, vous êtes un grand frère, vous savez les mouvements à l'intérieur du PDG, les rénovateurs. Ali Bongo a toujours été un opposant au système. Aujourd'hui, simplement qu'on ne peut plus s'accommoder de la politisation de tout. Nous avons vécu dans un pays qui, de 1990 à 2009, était un pays du consensus politique et de la politisation de tout. Et je soupçonne d'ailleurs que certains accords, les accords de Paris qui, dans sa partie de la préservation de la paix, sont de beaux accords, je soupçonne qu'il y a eu, à côté de cette partie émergée de l'iceberg, d'autres accords qui faisaient que, même si vous étiez à l'opposition ou à la majorité, vous continuiez à recevoir des mannes d'argent qui sont en fait l'argent qui doit être injecté pour développer notre pays. Donc, je le réaffirme et je le dis très en face de vous, le système que vous dénoncez a été
ou est aujourd'hui mort cliniquement, et celui qui a organisé la mise à mort de cette pratique politique condamnable s'appelle Ali Bongo Ondimba. Donc, pour terminer... Veuillez me permettre d'y répondre. Juste un mot. Ceci ne doit pas être un monologue. Non, ce n'est pas un monologue. Ne me soupçonnez pas d'organiser un monologue. Je sais que nous allons échanger dans la courtoisie. Et c'est pour cela que nous voulons mettre en place le changeons ensemble. L'égalité de chance, pour que je puisse vous résumer ce projet politique, c'est la capacité du président de la République, donc du président candidat, Ali Bongo, d'organiser un départ commun pour l'ensemble des Gabonais dans plusieurs domaines. Le domaine de l'éducation et de la formation, le domaine de la santé, le domaine de l'emploi le domaine des droits des femmes. Vous savez que à votre époque, M. Moubamba, la femme gabonaise était spoliée automatiquement quand elle perdait son mari. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que nous avons mis un dispositif qui permet de rassurer et de protéger la femme gabonaise. Monsieur le Président, vous allez répondre, hein? Vous allez avoir votre temps de parole. Je vous écoute, oui. Voilà, je voulais effectivement qu'on embraye un peu sur le thème du jour. Je l'ai dit, c'est un thème prétexte, hein, c'est-à-dire sur la violence. Et pour ce faire, peut-être, vous allez répondre tout à l'heure, je vous laisserai encore le loisir d'échanger entre vous. Mais je voulais vous poser une première question fermée. Monsieur le Président Bruno Ben Moubamba, êtes-vous un homme violent? Oui ou non? Juste après, je poserai une autre question. Bien sûr que non. Bruno Ben Moubamba est un chrétien, un humaniste, un humanitaire même, un philosophe. Je suis quand même docteur en philosophie, docteur en sciences sociales. Et journaliste et communicateur. Journaliste, communicateur, chrétien. Je ne suis pas un homme violent, cependant... je vous pose une deuxième question, Monsieur le Président, vous allez répondre, parce qu'effectivement, je ne vous ferai pas l'injure de vous faire constater que dans les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui vous fait montrer, où vous en appelez à affronter les forces de sécurité et de défense. Et clairement, comment vous le justifiez? C'est très simple. Le droit de résistance fait partie du droit international. Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dit que lorsqu'un peuple subit l'oppression, il a le droit de se défendre. Lorsque vous êtes arrêté par un gouvernement en dépit même de la garde à vue, au-delà même de la garde à vue, vous êtes victime de l'oppression. Lorsque des syndicalistes comme Jean-Rémy Yama sont en prison, on ne sait pas jusqu'à quand, lorsque les activistes qui sont ceux qu'ils sont arrêtés, ou alors lorsque des hommes politiques, candidats à la présidence de la République, dont certains, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, ont exercé des fonctions telles que vice-président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, et qui ont un certain âge, lorsque vous leur envoyez des gaz lacrymogènes ou des grenades assourdissantes, j'ose croire que cet ordre n'a pas pu être donné par le président de la République. J'espère que non, parce que cela contredit complètement les traditions bantoues du respect dû d'abord aux anciens, mais aussi du respect dû aux fonctions étatiques qu'ils ont exercées. Lorsque nous faisons appel au droit de résistance, c'est tout simplement une revendication du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Lorsque nous nous sentons floués dans nos droits, lorsque nous sentons qu'on peut se faire arrêter, gazer ou, être victime de tabassage, nous avons le droit de nous défendre. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes pour la violence. Je crois que les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Le pouvoir fait parfois dans l'abus de droit, dans l'abus de la loi, et certainement que l'opposition peut, à certaines occasions, réagir avec véhémence pour réaffirmer son droit de résister à l'oppression. Voilà pourquoi je pense rappeler aux uns aux autres très justement ce qu'a été la politique de M. Omar Bongo Ondimba. Il avait ses défauts, mais lui au moins avait compris qu'on ne pouvait pas construire ce pays en opposant les uns aux autres. Qui oppose les uns et les autres finalement? Je pense qu'aujourd'hui,
il y a, pardonnez-moi l'expression, il y a une forme d'immaturité politique de la part d'un certain nombre d'acteurs qui entourent le président de la République actuelle et qui font en sorte qu'il y a des dérives verbales. Par exemple, lors de conférences de presse, on entend parler de termes comme voyou, des termes qui sont déjà violents. Lorsqu'on exerce, on a une parcelle de l'autorité de l'État, on ne peut pas utiliser un certain nombre de termes violents. Cela pousse à la radicalisation des adversaires. Moi-même qui vous parle, et je l'ai entendu sur votre plateau, pour avoir tenu une assemblée générale NDD, il y a quelques semaines, un ministre d'État a laissé son garde du corps dégainer une arme à feu et tirer en l'air. Que voulez-vous que nous fassions? Que nous nous mettions à fuir? Non, nous avons le droit d'affirmer une certaine volonté de résister. Occasion ici d'appeler à une forme de désescalade. On ne doit pas demander la désescalade seulement à l'opposition. Mais ceux qui sont au pouvoir ont plus de responsabilités. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'autorité de l'État, parce qu'ils ont la force. Et c'est celui qui a la force qui doit comprendre que la puissance ne suffit pas. Je répète, la puissance ne suffit pas. Si la puissance suffisait, eh bien les plus grandes puissances arriveraient à s'imposer dans des théâtres extrêmement périlleux de guerre civile où règne le terrorisme. Il s'agit pour le pouvoir de faire preuve de responsabilité. Le jour où je serai président de la République, je ne considérerai pas l'opposant comme une espèce à abattre, une espèce à persécuter. Je respecterai les droits de l'opposition. Et je donnerai à l'opposition la faculté de s'exprimer. Et j'écouterai même les propositions de l'opposition. Voilà pourquoi je dis ici, par rapport à votre question, que, je ne suis pas un homme violent, mais je suis un homme de principe. Je me bats pour les principes, pour les valeurs et pour les normes. Je fais partie de gens qui ont pris énormément de risques, notamment une grève de la faim. Vous savez, ce n'est pas facile de dormir 15 jours devant l'Assemblée nationale. Ça demande, ce n'est pas du suicide, c'est une espèce d'amour de la nation, de détermination à vouloir faire quelque chose pacifiquement. Mais je dis que nous ne pouvons pas subir la violence policière sans réagir. Et cela fait partie du droit de résistance, du droit international. C'est ce qu'on a vu dans d'autres pays qui ont vécu des révolutions. Je n'appelle pas à la révolution, mais je dis que si le pouvoir ne comprend pas que la puissance ne suffit pas, nous avons tout simplement le droit de nous défendre. Écoutez, ce que je dois dire à Monsieur le Président Bruno Bède, c'est que nous assumons parfaitement notre responsabilité dans la capacité donc, du pouvoir que nous sommes de protéger les individus et les biens. Ce qui m'étonne dans votre argumentaire de tout à l'heure, c'est que vous pratiquez une sorte d'indignation sélective. Vous avez condamné les dérives policières que nous condamnons tous, mais vous n'avez jamais, je dis bien, vous n'avez jamais condamné des propos violents qui sont tenus par les acteurs de l'opposition gabonaise. C'est aussi votre responsabilité en tant que président de l'UPG. Vous faites allusion à quoi? Vous faites allusion à quoi? Je fais bien sûr allusion à l'extermination des cafards, l'extermination de cafards sortis dans le simple contexte qui est diffusé sur les réseaux sociaux peut laisser penser à une manipulation. Non, ce n'est pas une manipulation parce que la phrase dit que lorsque nous allons en guerre, en Afrique chez nous, nous allons au cimetière réveiller les morts pour leur dire « levez-vous, nous allons à la bataille ». Et il s'agit d'une véritable extermination de cafards. Le problème avec cette phrase, M. Bruno Ben-Mobamba, que vous n'avez pas condamné, c'est que vous et moi, nous pouvons avoir de la hauteur de comprendre cela comme étant peut-être une attaque en direction de ceux qui sont au pouvoir, mais l'ensemble des Gabonais ou le Gabonais de l'éducation moyenne pourrait le percevoir comme étant un appel à la violence, à l'extermination physique de ceux qui ne partagent pas les points de vue de l'opposition. J'en veux pour preuve, et je sais que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, une vidéo qui a été postée sur le compte de M. Jeff Blancpain, que vous connaissez très bien, une vidéo où on a des jeunes gens avec des cagoules et des machettes en train de crier qu'ils vont aller exterminer les cafards.
Il faut que dans ce pays, en tant qu'acteurs politiques, nous n'ayons pas d'ambiguïté dans la prise de parole. Un homme politique ne doit pas avoir d'ambiguïté parce que la parole politique, la parole d'un leader politique est sujette à plusieurs interprétations. Il faut être précis et depuis longtemps, le président de la République, le candidat que je défends, a toujours eu ce langage d'apaisement. Il a toujours organisé un dialogue. Certains des opposants disent que le président Ali ne dialogue pas. Mais de quel dialogue s'agit-il? Lorsque les syndicats au niveau de la fonction publique demandent à ce que les salaires soient revalorisés, que le président écoute ses leaders syndicaux, discute avec eux et à la fin on ait une augmentation de salaire de près de 80 000 fonctionnaires, c'est une forme de dialogue productif. Lorsque, au niveau des zones rurales, on demande à ce que nous puissions nous défaire justement de la dépendance alimentaire que nous avons vis-à-vis des pays frontaliers, et qu'on organise le projet Graines pour essayer justement d'organiser une certaine autosuffisance alimentaire, c'est une forme de dialogue et c'est un projet très important. Oui, le président Ali, le candidat Ali Bongo, est toujours un homme de dialogue et un homme de paix. Il ne connaît... rebondir sur le projet Graines. Excusez-moi, juste un mot. Juste un mot. Le président Ali Bongo, le candidat, n'a connu que la paix. Il est né dans la paix, il a grandi dans la paix, son discours politique repose sur la paix et il ne fera que la paix. Les engagements sont pris, nous avons la responsabilité de protéger les citoyens et de ne pas plonger notre pays dans une impasse qui pourrait amener à des situations regrettables. Alors, il va rebondir, Monsieur le Président, vous avez la parole. Certaines paix ressemblent à de la violence passive et c'est cela qui révolte les populations et vous avez le devoir de l'entendre. Nous l'entendons. Lorsque 14 000 ou 15 000 personnes en une année sont réduites au chômage à Port-Gentil, et vous le savez, avec la fermeture d'un certain nombre de sociétés, cela ressemble à une forme de violence passive et vous devez l'entendre. Lorsque les clients de la Poste Banque ne peuvent plus accéder à leur compte bancaire, vous imaginez le traumatisme que cela représente. Vous devez l'entendre. Et lorsque les femmes commerçantes viennent voir un candidat comme la modeste personne de Bruno Ben Moubamba, les femmes commerçantes d'Akébé-Plaine ou du PK8 viennent pleurer à votre quartier général en vous disant « Nous achetons par exemple des produits au marché mondial dans le Nord à 1000 francs CFA, nous sommes obligés de le revendre à 750 francs. Nous vendons à perte et nous sommes obligés. Nous sommes obligés de fermer nos commerces et d'abandonner le commerce. Où est le projet Graines? Où est la sécurité alimentaire à laquelle vous faites allusion? Le fait, si vous allez au PK8, au marché du PK8 de Libreville, vous verrez le nombre d'étalages de kiosques qui ont été abandonnés par les femmes commerçantes du Gabon. Donc, le ministère de l'Agriculture ne joue pas son rôle. Le projet Graines, pardonnez-moi, mais c'est une pure illusion. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas parce qu'on fait passer des bulldozers et qu'on met du palmier à huile par-ci par-là qu'on assure la sécurité alimentaire. Ce dont il est question, au fond, ce que les Gabonais attendent, c'est une vraie paix. Le président Pierre Mamoudou disait, est-ce qu'on mange la paix? On ne mange pas la paix. Nous avons besoin de manger physiquement et réellement dans ce pays. Je vous invite réellement à questionner votre ministre de l'Agriculture. Pourquoi les femmes commerçantes, aujourd'hui, vendent à perte? Mais parce qu'il y a cette parafiscalité qui n'est toujours pas réglée. L'unité des caisses que l'on demande dans ce pays qui n'est pas faite. Les 82 caisses parallèles qui existent dans ce pays, en quoi le président candidat a-t-il réglé ce problème? Où est l'unicité des caisses? Autant pour moi. Je vous invite à regarder sérieusement le problème des Gabonaises et des Gabonais parce que c'est un problème sérieux. Les gens sont malheureux, les gens souffrent, les gens n'ont pas d'argent. Alors si les autorités, ceux qui sont au pouvoir, n'arrivent pas à trouver l'imagination nécessaire dont parlait feu le président
André Mbaobam, c'est-à-dire oser imaginer ce qui n'existe pas encore. C'est que nous avons besoin d'une nouvelle intelligence, d'un nouveau système, et ce faisant, il faudrait dans ce cas que le pouvoir l'entende et que l'on organise les choses de telle sorte que l'on mette d'abord l'accent sur le bien-être des Gabonaises et des Gabonais. On ne doit pas opposer les Gabonais aux Gabonais. Moi, le jour où je serai président, rassurez-vous, je prendrai les meilleurs de l'opposition, les meilleurs même de ceux qui sont les déçus du pouvoir, je prendrai les meilleurs de la diaspora gabonaise, je prendrai les meilleurs de la société civile, parce que je n'opposerai pas les Gabonaises aux Gabonais. C'est ce dont nous avons le plus besoin, rassembler pour réussir, rassembler pour réussir. Et non pas demander des ralliements, des adoubements ou favoriser tout simplement la corruption d'un tel ou d'un tel autre. Nous avons besoin de redresser un pays qui est parmi les pays les plus faciles à gérer. Le Gabon, avec son moins de 2 millions d'habitants, c'est un pays qui se gère de la main gauche et les yeux fermés. Pourquoi n'arrive-t-on pas à le faire? Parce qu'il y a une mauvaise volonté d'une part, parce qu'il y a tout simplement une incapacité d'imaginer ce qui n'existe pas encore, et puis parce que le système il n'avance plus, il n'y a plus possibilité d'avancer. Je tenais à apporter cette précision. D'accord, je vais tout de même réagir à cela, ne pas vous laisser. Je vois que vous êtes en train de faire une fixation sur le ministre de l'Agriculture. Absolument pas. Vous avez cité le projet Graines, et la sécurité alimentaire est importante parce que le problème des Gabonais, c'est qu'ils n'ont pas d'argent dans les poches, ils ne mangent pas à leur faim, et cela passe par la sécurité alimentaire. Vous en avez fait allusion. On ne mange pas le palmier à huile, mais on mange des produits de première nécessité. Il se trouve, M. Moubamba, qu'effectivement, celui qui est en charge de l'agriculture semble être votre adversaire à l'intérieur de votre parti politique. C'est un grand frère qui a fait ses choix politiques, et l'histoire le jugera. Ce n'est pas le sujet du débat. Il fallait qu'on le dise. Il s'agit de la politique de graines de votre président candidat qui fait du palmier à huile et non pas des produits de première nécessité. Il fallait qu'on le dise. Et peut-être que vous ne vous êtes pas renseigné sur Graines. Graines ne fait pas essentiellement que du palmier à huile. Mais nous avons vu la photo entre votre président candidat et son ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Tenant du palmier à huile, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Monsieur Moubamba, je sais que vous êtes candidat, vous aurez du temps pour vous, mais j'aimerais pouvoir m'exprimer aussi. Absolument. Je sais que le projet Graines ne se focalise pas essentiellement sur la question du palmier à huile. Il est important pour notre pays de développer ce palmier à huile parce que nous sommes un pays en voie de diversification économique et qu'on ne peut pas simplement faire une culture. Une autre partie du projet Graines est consacrée aux produits locaux, ceux qui se retrouvent directement ou dans les assiettes des Gabonais, c'est-à-dire de la banane, c'est-à-dire du manioc, de l'oseille. Et il y a dans ce projet Graines la mise en place d'un mécanisme qui permet d'aider les agriculteurs dans la pratique de leur art et ensuite de récolter les produits pour essayer de les commercialiser aux standards internationaux à travers une société qui s'appelle Sotrader. Peut-être que vous n'étiez pas au courant de cela. Nous prenons, et le candidat, bien sûr, toutes nos responsabilités devant l'avenir des Gabonais. Sauf que les choses que vous dénoncez doivent être structurées. Il faut avoir la force de la décision. Il faut avoir d'abord la force de la réflexion, ensuite la force de la décision et la force de l'exécution de la décision. Nous avons réfléchi pour nous dire que nous ne pouvons pas simplement dépendre du pétrole. Aujourd'hui, à cause des cours du pétrole, certains de nos compatriotes sont en train de perdre du travail. Nous devons réagir en proposant une économie diversifiée. Diversifiée dans le domaine de nouvelles technologies. Vous savez que c'est un pôle très important. Baisser le chômage. Oui, mais bien sûr. Donner du travail aux 15 000 chômeurs sur le marché de Port-Gentil. Qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Mais bien sûr, Monsieur Bruno Ben Moubamba, peut-être que vous ne vous renseignez pas assez. Il y a des Gabonais qui travaillent sur la zone économique spéciale de Hong Kong, qui sont près de 7 000 Gabonais qui ont trouvé du travail grâce à la diversification du secteur bois. Il y a des Gabonais qui travaillent dans les mines, qui ont trouvé du travail grâce à la transformation des mines
pour la première fois dans notre pays, il y a des Gabonais qui ont trouvé du travail grâce à la mise en place d'une fibre optique qui permet justement la fluidité au niveau d'Internet et de porter le génie gabonais. Nous sommes avec notre candidat. C'est votre point de vue. Mais Certains ne sont pas d'accord. Mais avec bien cela. sûr, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, mais pourtant je vous écoute. Mais je pourtant, ne les partage pas. déficits budgétaires sont récurrents depuis plusieurs années. Monsieur Moubamba, il y a de moins en moins d'argent dans les caisses de l'État. Vous le reconnaissez au moins. Monsieur, je ne le reconnais pas. Il y a une situation globale de l'économie gabonaise. Vous le savez très bien que nous sommes un pays qui, à l'époque, dépendait essentiellement du pétrole, et un pétrole qui est parti de 115 $ à 35 $ ou 30 $. Vous le savez très bien, Monsieur le Président Moubamba, que cela a un impact sur les recettes budgétaires. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons gardé une capacité à investir. Nous avons organisé un environnement des affaires qui permet justement aux différents investisseurs de venir accompagner le Gabon dans son projet. Comment voulez-vous donner du travail? Vous abandonnez les prérogatives de l'État parce que vous vous basez uniquement sur l'investissement étranger. Je vous arrête tout de suite, Monsieur Moubamba. L'État a des prérogatives d'investissement. Où en est l'économie mixte, les partenariats publics-privés? Je vais vous répondre. L'État a bien sûr l'obligation d'investir, puisque l'État a les dépenses de fonctionnement et l'investissement, mais l'État a aussi comme mission régalienne d'organiser l'environnement des affaires. Et au regard de l'intérêt... En n'abandonnant pas ses propres prérogatives. Mais je suis d'accord avec vous, nous n'avons jamais abandonné les prérogatives de l'État, sauf qu'aucun État au monde, aucun pays au monde ne se développe simplement par ses propres financements. Vous le savez, vous les je le avez sais, abandonnés à la l'ensemble- SEG ou à Gabon Télécom, je peux vous le démontrer, dans d'autres sociétés qui demandent, par exemple, une intervention de l'État, une récapitalisation, par exemple de la Société d'eau et d'énergie du Gabon, parce qu'il y a des problèmes dans l'eau et l'électricité. Veolia fait de l'eau, c'est son domaine, mais Veolia, qui est concessionnaire de la SEG, n'est pas spécialiste de l'électricité. Pourquoi cela pose-t-il des problèmes? Mais parce que l'État a abandonné ses propres prérogatives. Écoutez, je vous arrête tout de suite. D'abord, il faut qu'on soit clair. L'État n'a jamais abandonné ses prérogatives. Nous sommes tous... Qu'est-ce que vous attendez pour recapitaliser la SEG? Attendez. Nous sommes, vous et moi, comptables d'une situation que nous ont léguée nos parents. Nos parents, ceux qui sont avec vous dans votre camp politique, et les parents, ceux qui sont dans notre camp politique. Nous devons être capables, il y a des conventions qui sont un héritage. Vous ne pouvez pas juste vous lever un matin, Monsieur le Président Moubamba, même si vous devenez président, vous levez un matin et dire que, écoutez, cette convention de Veolia, je vais y mettre un terme. Absolument ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout ce que nous disons. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez recapitaliser et redonner des prérogatives fortes de l'État à l'intérieur de la société d'eau et d'énergie, parce que Veolia est spécialiste de l'eau, mais pas de l'électricité. Écoutez, et vous savez qu'il y a des problèmes d'approvisionnement d'eau. D'accord. Les Gabonais s'en plaignent. Non, je voudrais juste finir en disant que c'est exactement, nous avons une politique autour de l'eau, Monsieur Moubamba. Nous avons une politique autour de l'énergie. Vous êtes au courant de la construction de certains barrages hydroélectriques. On les attend toujours. Ah non, ils sont livrés. Le barrage d'Aléna-Kéry est livré. Celui de Port-Gentil est livré. Le grand Poubara est fonctionnel. Donc nous avons toujours mis en place un mécanisme qui permet de sécuriser la production énergétique parce que sans énergie, nous n'avons pas de développement. Personne ne peut venir investir dans notre pays s'il ne trouve l'énergie nécessaire pour faire fonctionner l'industrie. Alors permettez, s'il vous plaît, nous allons terminer un peu par cela, parce que, comme je l'ai dit, c'est une émission synthèse, et le président est signataire de la déclaration de l'Union sacrée pour la patrie, signée le 5 juin à la Chambre de commerce, et ce qui portait sur la candidature du chef de l'État, et je puis citer les acteurs politiques autour de vous de l'opposition, M. Jean Ping, M. Nzouba, M. Yemba, M. Maganga Moussavo, M. Ngoulaka, et vous-même. Je voulais donc vous faire prononcer un peu sur la question d'actualité aujourd'hui. Quand on parle, vous avez suivi cet élément à la télévision sur Belinga. Alors je voulais vous demander un peu votre réaction, peut-être un mot dessus, pour terminer un peu sur ce pan économique et une sorte de violence aussi économique. Je suis sûr que le président ne va pas se prononcer, M. Hassan Zenghi. Vous avez la parole à tous les deux. Vous ne pouvez pas parler à ma place, je vous taquine. Monsieur le chargé de mission. Non, vous savez très bien que le président Pierre Mamoudou, le fondateur de l'UPG, a été un des acteurs clés
qui a dénoncé la première et la deuxième concession de Belinga, où on a, autour de la Comibel, fait des choses absolument inacceptables. Mais nous, l'opposition, nous, à l'Union du peuple gabonais, nous ne pouvons pas assumer ce dossier ni distribuer les bons ou les mauvais points. Il n'était absolument pas sérieux d'exclure notamment ceux qui ont découvert le fer de Belinga, les Français, de ces contrats. Aujourd'hui, on sait désormais que dans la première signature, le Gabon n'avait pratiquement que 5% des parts dans cette affaire de Belinga. Dans le deuxième contrat, on est monté à 25%, mais il y avait des risques environnementaux graves dénoncés par les ONG. Je n'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus. Ce que je sais, c'est que le système que nous combattons a emmené Belinga au bord du précipice. On a failli frôler une catastrophe écologique et on a fait des choix économiques périlleux. Est-ce la faute d'un tel acteur politique de l'opposition? Est-ce la faute d'un tel acteur de la majorité? Ce n'est pas le problème de Bruno Ben Moubamba ou de l'Union du peuple gabonais. Ce que je veux dire, par contre, c'est que le jour où le système changera, le jour où M. Bruno Ben Moubamba ou un autre qui a une nouvelle vision, une nouvelle intelligence, prendra le pouvoir, je pense sincèrement qu'il faudra remettre les pendules en place concernant les contrats. Un certain nombre de contrats léonins qui ont été signés à l'emporte-pièce. La question de Belinga est centrale parce qu'il faut protéger toutes les poches d'enrichissement du Gabon et des populations, que ce soit dans le secteur du pétrole, mais aussi du gaz, qui n'est pas aujourd'hui réglé. Nous avons des poches d'enrichissement dans le domaine gazier. Il y a des sociétés comme Perenco qui font du gaz aujourd'hui et qui pourraient enrichir encore plus l'État gabonais, mais ce secteur appelle une intervention de la loi qui soit extrêmement précise et parfois contraignante. Il en est de même pour le fer. On ne peut pas spolier le Gabon de ses richesses pour distribuer les revenus de ces richesses à l'emporte-pièce. D'accord. Belinga. Je voudrais dire, à la suite du président Moubamba, que je vois bien que le président ne s'est pas prononcé sur la question. C'est une question, une nébuleuse, c'est un scandale. Le président de la République l'a dénoncé. Le président de la République, qui est donc le garant de certaines de nos richesses pour son organisation et permettre à l'ensemble de la population d'en bénéficier, a pensé que cette convention de Belinga était en défaveur des populations gabonaises et naturellement des populations de Makoko. Nous avons tous suivi, peut-être que le président l'a suivi sur une autre chaîne de télévision, un reportage qui a clairement énoncer les responsabilités des uns et des autres dans le dossier Belinga. Et je suis juste étonné que le président, qui apparemment condamne la gestion de ce dossier de Belinga, n'ait pas clairement condamné ceux qui sont de votre camp, notamment M. Jean Ping, puisque vous le savez très bien, les différentes sociétés qui interviennent dans le dossier ont été amenées par son fils et qu'il y a eu au niveau des comptes des sociétés Ping et Ping, Franck Ping et M. Ping, des mouvements financiers qui sont tout à fait troublants, qui sont liés à des rétrocommissions qui ont été touchées. Le combat que vous menez de restituer justement la souveraineté économique de notre pays, c'est le combat que le président de la République mène. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a décidé qu'on devait récupérer la mine de fer de Belinga. Ensuite, on verrait comment l'exploiter au meilleur pour permettre à l'ensemble de Gabonais de pouvoir bénéficier de cette richesse. Donc je condamne, pour ma part, en tant que soutien du président Ali Bongo, du candidat Ali Bongo, toutes les interventions qui visaient à spolier le Gabon de ses richesses. Et les gens qui sont pointés du doigt, qui sont indexés, se retrouvent aux côtés de M.
le président Bruno Ben-Moubamba, et c'est pour cela qu'on voit bien qu'il a une certaine gêne à dénoncer et à condamner. Je ne peux pas vous laisser dire ça, je me dois quand même d'y répondre. Je pense que vous vous aventurez un peu loin, monsieur le chargé de mission, parce que sur ce terrain, il y aurait beaucoup à dire, que ce soit sur les biens mal acquis, sur la présence chinoise au Gabon, qui n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, le fait de monsieur Jean-Ping, sur un certain nombre de là, vous contrats. prenez sa défense. Non, je ne prends pas sa défense. Je vous dis tout simplement que vous vous aventurez, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur la BGFI, sur le Delta Synergie, sur un certain nombre de réformes économiques et dans le secteur des affaires, à lancer, si l'on veut, véritablement avoir un vrai pays qui fonctionne normalement. Voilà pourquoi je dis d'un mot sur Belinga, il ne m'appartient pas d'être l'avocat ou le procureur d'un tel ou d'un tel autre candidat. Il m'appartient ici de défendre ma vision, celle du Gabon d'après. Voilà. Quelle est cette vision? Oui, mais là, je vous laisse l'occasion, Monsieur le Président, parce que nous sommes arrivés au terme de l'émission, et là, je vous donne 1 minute à chacun, peut-être, pour avoir des mots conclusifs. Monsieur le Président voulait déployer sa vision. Il va le faire. Non, mais je vous laisse... Voilà. Écoutez, il n'y a pas de problème. Je vais maintenant m'adresser donc non seulement au président Ben Moubamba, mais aussi à l'ensemble des Gabonais et des Gabonaises qui nous regardent, les indécis, ceux qui n'ont pas encore choisi leur candidat. Je crois que le choix d'un candidat, le choix d'un président, est le prolongement de ce que nous voulons pour nos enfants. Le choix d'un candidat est le prolongement de ce que nous voulons pour nos parents. Moi, j'ai 2 enfants, Philippe et Archange, qui sont vos neveux d'ailleurs, Monsieur le Président. Je pressens que Archange, le plus grand, aime bien tout ce qui est entrepreneuriat. Donc le choix du président que je veux, il doit être un président capable d'organiser la diversification de l'économie, mettre en place un incubateur qui permettra à mon fils d'avoir une expérience, une expertise, développer des projets tels que le projet Un jeune, un métier, qui ne laisse pas les jeunes Gabonais au bord du chemin. Le choix d'un président doit tenir compte justement de ce qu'on veut pour ses enfants. Votre deuxième neveu, Philippe, il me semble-t-il qu'il a une certaine facilité dans les nouvelles technologies. Donc, je voudrais choisir un président qui organise les infrastructures de télécommunications afin qu'il puisse porter justement la créativité de mes 2 enfants. Le choix d'un président, Monsieur le Président Ben Moubamba, c'est aussi ce que l'on veut pour ses parents. Mes parents sont d'un certain âge, 60, 65 ans, et donc naturellement, ils sont un peu vulnérables. Le président qui permettra de garantir des soins de santé médicaux à mes parents, c'est celui que je voterai, celui pour qui je voterai. Et il me semble que le président Ali Bongo, le candidat Ali Bongo, a organisé une assurance maladie qui permettra à mes parents de se soigner. Et enfin, le choix d'un président, c'est ce que nous voulons, ce que je veux pour ma mère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle voudra certainement repartir au village pour faire des plantations, et je ne veux pas simplement qu'elle fasse ces plantations, je veux qu'elle soit capable d'être un entrepreneur agricole parce que quelqu'un aura sémé la graine. Je suis en train de parler du projet graine. Donc, je veux un président qui soit capable de rassurer les plus jeunes et de protéger les moins jeunes. Je pense que celui qui obéit à ces critères est sans doute le candidat que je soutiens, le candidat de l'égalité des chances, Ali Bongo Ondimba. Monsieur le Président, à vous la passe. D'abord, je vous remercie encore une fois de m'avoir invité. Je remercie Monsieur le chargé de mission de m'avoir fait la courtoisie de me porter la contradiction. C'est le Gabon d'après, même s'il est d'un camp opposé à moi, dont je ne partage pas les idées, mais nous sommes avant tout Gabonais. Et je suis heureux d'avoir débattu avec un jeune en devenir. Pour ma part, je lui dis que moi aussi j'ai 3 garçons, 3 enfants, qui sont aussi vos neveux, Augustin, Thomas et Benoît. Je voudrais, quand je leur parle, et ils ont manifesté avec moi d'ailleurs à Sobraga le 23 juillet. Je l'ai vu sur la vidéo. Et donc, ce sont des enfants comme tous les Gabonais qui rêvent de vivre dans un pays normalisé. Un pays où on n'a pas peur de sortir dans la rue, où on n'a pas peur des crimes rituels, où on n'a pas peur de la pauvreté, de la misère,
Ce pays a besoin d'un président qui rassemble. Le rassemblement. Il faut rassurer et rassembler. Ou se donner les moyens de rassurer et de rassembler. Pour ma part, je suis un philosophe et un politicien. Je pense correspondre à ce que disait M. André Baobam, d'une part, quand il disait « Nous devons avoir la force d'imaginer ce qui n'existe pas encore ». Peut-être que c'est une faiblesse. J'ai la faiblesse de penser que le président candidat a du mal à imaginer ce qui n'existe pas encore. Il en a certainement l'intention, mais il a du mal dans la mise en œuvre de ce qui n'existe pas encore. Je prends un exemple. Nous sommes dans la conclusion, donc je vais aller jusqu'au bout de ma conclusion. Par exemple, ce qui me préoccupe le plus, le jour où je serai président, une des réformes fondamentales, ce sera de revoir la loi 1596 qui porte sur la décentralisation et qui fait référence indirectement à la déconcentration des services de l'État. Nous avons besoin de développer des territoires intégrés au Gabon. Tout ne peut pas être concentré à Libreville, qui draine pratiquement plus de la moitié de la population avec tous les problèmes de circulation, d'embouteillage, tous les problèmes fonciers. Nous avons besoin de développer quasiment en même temps tous les territoires. Je vous donne 30 secondes pour conclure. En conclusion, oui. Je dirais que moi, j'ai eu la chance au cours de cette élection d'hériter du bulletin rouge de Pierre Mamboundou, le fondateur de l'UPG. Je demande aux Gabonaises et aux Gabonais de choisir à nouveau. Vous aurez toute une émission entière à l'initiative du CNC. Donc, là, c'était un débat des programmes. J'espère que les Gabonaises et les Gabonais pourront, pour ceux qui le souhaitent, porter quelques suffrages sur ma modeste personne, au moins pour donner une chance au Gabon d'après. Nous ne pouvons plus vivre dans un système qui a besoin d'être démantelé pour créer un nouveau système. J'appelle le président de la République à libérer, en signe de bonne volonté avant le scrutin, tous ceux qui ont été arrêtés, quel que soit le motif. Parce que nous avons besoin que le scrutin se passe dans les meilleures conditions. Donc, monsieur le chargé de mission, merci de dire à votre président candidat qu'il serait de bon aloi de mettre un peu d'eau dans son vin, même si... il a toujours fait. Voilà, il faut libérer les personnes qui ont été arrêtées. Cela fera baisser, et c'est le sujet de votre émission, le niveau de frustration et le niveau de violence dans le pays. Je vous remercie. Voilà, c'est Gabon Télévision qui vous dit merci d'être passé et échangé contradictoirement, en vue croisée. Notre émission va observer un petit congé de 2 semaines, le temps que le Conseil national de la communication organise des émissions. Je pense que vous êtes le premier à passer sur ce déroulé. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci et à la prochaine. Au revoir. Maintenant, on fait comme on fait d'habitude. Je vous prie de vous lever et de vous serrer la main comme doit le faire les Gabonais. Et je souhaite que cette élection... Pas seulement, on va même se faire la collade, mon frère. Que le discours de violence puisse baisser, l'invective. Je vous encourage dans le Gabon d'après, mais comme je le disais tout au long de l'émission, le Gabon d'après est déjà implémenté par le candidat que je défends. Donc, mais lorsque je serai président, je vous recruterai, rassurez-vous. Il n'y a pas de problème. Vous savez qu'il y a toujours ce qu'on appelle un gouvernement de large ouverture. Je crois qu'il y a une certaine modération.